Bonjour, je m'appelle Annie Demelt et bienvenue au balado du Sérum, le centre de recherche sur les grains. Chaque printemps, dans certaines parties de l'Est du Québec, des producteurs de fourrage découvrent que leurs semis fraîchement établis sont détruits. Le coupable est un insecte natif du sol qu'on appelle le ver-gris moissonneur. Il a toujours été ici, mais on sait à peine ce qu'il contrôle, ce qui déclenche ses éclosions ou même quelle est la meilleure approche de gestion. On commence à trouver des réponses. J'ai Julien Saguet avec moi, qui est chercheur en entomologie au Sérum. Bienvenue. Bonjour, bienvenue, merci. Dans plusieurs épisodes du balado, on parle d'espèces qui sont envahissantes des États-Unis. Le ver-gris moissonneur, c'est différent dans ce cas-ci. Qu'est-ce que c'est en fait? Puis comment est-ce qu'il s'inscrit dans le paysage agricole québécois? Oui, alors le ver-gris moissonneur, c'est un des nombreux ver-gris qu'on retrouve au printemps. La différence de ce ver-gris-là, c'est qu'il est présent nativement au Québec. Là, on le retrouve chaque printemps. Lui, il n'a pas besoin de migrer comme les autres espèces dont on a pu parler dans d'autres épisodes. C'est un insecte qui donc, va pondre ses œufs à l'automne dans les champs. Et les œufs vont donc passer tout l'hiver dans le sol. Et au printemps suivant, c'est les jeunes larves qui vont se développer pour reprendre le cycle complet. C'est un insecte qui a une seule génération par année. Et donc, c'est son développement ici, naturellement, au Québec. OK. Puis ça a été quand même problématique avec cet insecte-là. Donc, cet insecte-là a été assez problématique là, en 2017, 2020, 2021. Qu'est-ce qu'on a vu là, Oui, chez effectivement. les Ben, producteurs? en fait, c'est des insectes qui peuvent faire des dommages sporadiquement. Hein. Beaucoup de ver-gris fonctionnent de cette façon-là. Ce qui se passe, c'est que les larves vivent dans le sol et puis elles vont sortir pour s'alimenter sur les plants pendant la nuit. Donc, dans l'Est du Québec, pendant quelques années, on a eu quelques champs là, qui ont été infestés par ces larves-là de VGM. Donc, ce qui se passe, c'est que la larve va s'alimenter sur les plants. Puis souvent, on a beaucoup de larves en même temps dans un champ. Donc, ce qui se passe, c'est qu'une journée, on ne voit pas les dommages. Puis à partir d'un certain stade de développement, les larves vont faire énormément de dommages. Donc là, on va se retrouver avec des champs qui vont avoir des patchs de plants manquants. Donc on va avoir des pertes de population. Donc c'est notamment dans les luzernières. On peut aussi le voir dans les céréales. Donc souvent, c'est assez majeur comme problématique liée à ces insectes-là. C'est pas les seuls vers-gris qui font ces dommages-là. On a aussi d'autres insectes qui peuvent faire le même type de dommages. Donc la tipule des prairies, par exemple, dans ces secteurs-là. Mais on a d'autres vers-gris aussi qui peuvent s'attaquer très tôt aux cultures. Donc, c'est important de les suivre puis d'aller dépister parce qu'une fois que la larve est là, elle peut détruire des grandes quantités de champs puis ensuite migrer vers d'autres cultures adjacentes. OK. Fait que suite à ce qui s'est passé dans l'Est du Québec, vous avez décidé de voir qu'est-ce qui se passait justement avec ce ver-gris moissonneur-là. Qu'est-ce qu'on savait ou qu'est-ce que vous saviez à l'époque sur ce qui contrôle ces populations-là? En fait, comme c'est un insecte qui est sporadique, on n'avait pas beaucoup d'informations sur la biologie de l'insecte. On savait son cycle de développement, mais on n'a jamais eu l'occasion de pouvoir suivre de façon plus proche cet insecte-là. Donc l'idée, c'était de documenter la biologie et aussi comment on peut lutter contre cet insecte-là. Il y a quand même des cas chaque année de cet insecte-là qu'on retrouve dans certaines cultures maraîchères, notamment dans la betterave, dans des cultures très, très tôt au printemps, mais on n'avait jamais vraiment focusé sur ça dans les grandes cultures. Donc là, l'idée, c'était de faire un projet pour voir c'est quoi l'ampleur des dommages qu'il crée, est-ce qu'il est contrôlé naturellement par des ennemis naturels. Donc, il y avait tout un projet qui avait été proposé à ce moment-là. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que il y a pas eu d'infestation majeure les années suivantes, suivant le dépôt du projet. Mais par contre, on a quand même réussi à récolter des larves pour faire certaines expériences avec ces larves-là. OK. Pourquoi c'est si important aujourd'hui de savoir quels sont les ennemis naturels là, qui peuvent gérer un insecte comme ça? Ben, en fait, les ennemis naturels jouent un rôle important dans notre environnement. Ils sont naturellement présents. Donc, avant de faire une intervention phytosanitaire, ben, il faut savoir si on va tuer l'insecte ravageur et aussi son ennemi naturel, parce que c'est ça, hein. Souvent, si on utilise des pesticides, ben, on va tuer la combinaison des deux. Donc, l'idée, c'est d'essayer de réduire l'utilisation des pesticides en laissant faire la nature. C'est sûr que c'est pas toujours possible pour un producteur parce que les dommages sont tellement conséquents et rapides que ben, le producteur veut une solution rapidement. Là, puis ça, on comprend tout à fait ça. Mais si on vient tuer les populations d'ennemis naturels, ben, on va augmenter les chances avoir recours aux pesticides. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir comprendre comment fonctionnent ces insectes-là, comment fonctionnent les agents de lutte biologique
pour pouvoir éviter d'avoir recours à ces pesticides-là. Puis c'est ce qu'on suppose qui s'est passé justement en 2017-2020, c'est que depuis, on n'a pas revu de population si importante que ça de vergris moissonneurs. Donc on suppose qu'il y a eu un effet du parasitisme qui est important et qui a contrôlé une bonne partie des populations les années suivantes. OK. Puis justement, il y a une éclosion 2021. Ça vous a quand même offert une occasion rare. Qu'est-ce que vous avez fait avec cette occasion-là? Puis qu'est-ce que vous avez trouvé? Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été récolter des larves dans les champs qui étaient infestés avec le vergris moissonneur. Et on a mis ces larves-là en élevage, en laboratoire, pour voir un petit peu s'il allait y avoir du parasitisme qui allait émerger de ces vergris-là. On s'est retrouvé avec différentes espèces de vergris, hein, parce que quand on collecte des larves dans le champ, comme je disais, c'est difficile de les identifier, mais on avait quand même beaucoup de vergris moissonneurs. Et ce qu'on a vu, c'est qu'à partir d'un certain moment, il y avait du parasitisme qui se développait à l'intérieur. Donc, on a, nous, récupéré juste les larves, mais on voit que naturellement, il y a beaucoup de parasitisme qui se fait. Donc, c'est aussi bien du parasitisme par d'autres insectes, donc ça peut être des micro-guêpes, mais ça peut être aussi par d'autres agents pathogènes, comme des champignons ou comme des bactéries aussi, des baculovirus, qui peuvent tuer l'insecte au cours de son développement. Puis, ben, il y a des parasites qui vont affecter les larves, mais on sait que les papillons ont une phase qui passe par la chrysalide, donc pendant laquelle va se faire la métamorphose. Et ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait des émergences de parasites au niveau des larves, mais aussi au niveau de la chrysalide. Donc ça veut dire que malgré que la larve continue son développement et qu'elle fait sa chrysalide, elle est capable d'héberger à l'intérieur d'elle-même le parasitoïde qui, lui, va finir de compléter son cycle de développement à l'intérieur de la chrysalide. Donc c'est quand même quelque chose qui est au niveau de la nature, là, c'est super bien fait. Là, puis ça permet aussi, dans certains cas, à ce que le parasitoïde, lui, puisse passer une partie de l'hiver dans le sol, par exemple, et émerger le printemps suivant. OK. Fait que c'est ça, ça semblait en santé, la larve semble en Oui, santé. on peut avoir des larves qui paraissent en santé, effectivement, qui vont se développer normalement, mais qui vont être parasitées, puis au cours de la phase semi-finale là, du développement, qui vont émerger. Ouais. OK. Est-ce que c'était assez inhabituel, cette façon-là de fonctionner, ou on voit ça dans d'autres espèces, là, dans d'autres insectes, ou c'était une surprise pour vous là, de constater ça? Ben, en fait, on retrouve du parasitisme aussi chez d'autres insectes. Chaque année, on récolte des larves de différentes espèces de papillons ravageurs, donc la légionnaire uniponctuée, le vergris noir. Puis, c'est des insectes qu'on retrouve généralement parasités. Donc, il y a naturellement, notamment pour la larve de légionnaire uniponctuée, on a des larves qui sont capables d'être parasitées jusqu'à 50%. Là. Donc, c'est quand même un bon taux de parasitisme. Ce qu'on a mis en évidence, c'est qu'il y avait quand même des nouvelles espèces là, qu'on n'avait jamais décrites au Québec. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a justement très peu d'études sur ces insectes-là et sur ce parasitisme-là, étant donné que les populations sont souvent sporadiques et puis très peu présentes d'une année sur l'autre. OK. Puis il y avait des guêpes parasitoïdes. C'est Oui, ça, exact. que vous avez jamais Oui, vu auparavant? ouais, qu'on a décrit pour la première fois. OK. Bon, après avoir découvert tout ça, qu'est-ce qui vous intrigue toujours, là? Qu'est-ce qui reste à découvrir qu'on ne sait pas encore? Et il reste encore beaucoup de choses à découvrir, hein. C'est comment on explique justement les baisses de population si rapidement et puis pourquoi ça met si longtemps à revenir, pourquoi c'est sporadique, pourquoi est-ce que c'est un impact des changements climatiques, est-ce qu'il y a d'autres facteurs environnementaux qui expliquent aussi les baisses de population. Comment est-ce qu'on peut aussi améliorer justement ce parasitisme naturel-là en venant ajouter des bandes fleuries, en venant ajouter plein d'autres choses qui vont favoriser ce parasitisme-là. Est-ce qu'on est capable de maintenir justement un certain équilibre naturel sans avoir recours aux pesticides? Donc ça, c'est toutes des questions vers lesquelles on veut s'attarder, notamment la biodiversité des ennemis naturels. Est-ce qu'on va avoir plus d'ennemis naturels qui vont être présents dans le futur ou moins? Tout ça, c'est des choses qui nous intéressent actuellement. Quelque chose que vous avez constaté, c'est que la plupart des larves mouraient de ce que semblait être des infections fongiques ou bactériennes et bactériennes. Puis à quel point vous êtes confiant de cette interprétation-là et qu'est-ce qui resterait à confirmer? Ben, en fait, c'est facile à identifier pour certains pathogènes, hein. Les champignons, par exemple, ça va se développer à la surface de l'insecte. On va avoir des champignons qui vont pousser dessus. Tout ce qui est bactéries, baculovirus et autres pathogènes qui peuvent infecter les larves, des fois, c'est plus difficile à identifier. Donc, ça prend des tests moléculaires. Il faut mettre en culture, des choses comme ça. Donc, là, on n'a pas encore tous les résultats concernant ces identifications-là. Mais les symptômes qu'on voit sur les larves correspondent à ce qui est déjà décrit pour d'autres espèces d'insectes. Donc, c'est un peu
on fait du parallèle avec ce qui est déjà connu dans la littérature. C'est juste qu'il faut maintenant aller plus loin dans l'identification de ces pathogènes-là. OK. Puis quand même, depuis 2021, on parlait, vous faites une veille, là, Oui. vous essayez de dépister chaque année dans certaines régions qui ont été touchées dans le passé, puis vous trouvez rien pour l'instant. Donc, qu'est-ce qui se passe? On trouve rien, c'est pas tout à fait vrai. OK. On trouve quand même quelques spécimens par année. Si on va dans des serres, par exemple, on peut en trouver. L'année 2025, c'était une année où on a revu une petite recrudescence de vert-gris en général, mais aussi un peu de vert-gris noir et de vert-gris moissonneur. On a notamment retrouvé des spécimens un petit peu partout dans toutes les régions. Donc, on a un nouveau projet qui a été mis en place là, avec notamment un autre centre de recherche avec qui on collabore. Et ce projet-là nous a permis de mettre en évidence la présence d'ennemis naturels. Donc, il y a toujours des petits foyers d'infection, mais ce n'est pas des explosions de population comme on a pu les voir en 2017. Là. OK. Fait que avec l'information que vous avez, donc, qu'est-ce que vous pensez qui les déclenche, ces éclosions-là? On n'a pas encore la réponse. Là. Il y a l'étude qui est en train d'être faite aussi et pour essayer de modéliser le déplacement des insectes, de voir quand ils arrivent sur... en fait, pour le vert-gris moissonneur, il est déjà présent, mais de voir un petit peu quels sont les facteurs qui peuvent expliquer justement ces redondances ou cette absence de présence du vert-gris moissonneur au Québec. Là. Donc, compte tenu de ce que vous savez maintenant, un producteur de fourrage dans l'Est du Québec qui se réveille un matin et puis les champs sont détruits, qu'est-ce que vous leur dites? D'abord, on va les inviter à contacter leur agronome parce que c'est l'agronome qui va pouvoir faire une validation de ce qui est la cause de ces dommages-là, puisque je disais qu'il y avait plusieurs causes possibles. Et puis ensuite de ça, si c'est vraiment des larves de vert-gris, de nous les faire parvenir pour voir justement s'il y a une présence de parasites dans ces insectes-là. Une fois que les dommages sont faits, malheureusement, ils sont faits. Là, l'idée, c'est peut-être aussi de faucher ce qui reste de la culture de prairie pour essayer de justement détruire les larves qui pourraient être présentes encore dans les champs et puis de mettre en place d'autres moyens de lutte si nécessaire pour contrôler cet insecte-là, en espérant qu'il n'ait pas eu le temps déjà de gagner les champs avoisinants. Donc, c'est important de faire du dépistage, la surveillance, quand on voit ce type de problématique-là, non pas uniquement autour de la zone endommagée, mais ailleurs aussi dans les zones plus étendues. Là. OK. Quand même, vos données vous laissent entendre que les ennemis naturels, pour l'instant, du moins, font leur travail. Est-ce que ça change votre façon de penser à l'utilisation de pesticides pour cette problématique-là? En fait, ça change un petit peu de notre façon de faire parce qu'on sait que comme c'est des insectes qui sont sporadiques, les vers-gris, ça sert à rien vraiment d'avoir du traitement préventif c'est vraiment les pesticides, comme on dit toujours dans un programme de gestion de lutte intégrée, c'est vraiment de les utiliser en dernier recours quand on n'a pas eu l'occasion de pouvoir tester d'autres approches. Là, on voit très bien que les ennemis naturels semblent avoir, que ce soit les ennemis naturels ou les agents pathogènes, semblent avoir un bon contrôle jusqu'à maintenant sur ces insectes-là. C'est sûr que c'est toujours délicat de perdre une récolte donc pour un producteur, c'est vraiment son gagne-pain, là. Donc, c'est toujours délicat de perdre ça. Mais en fait, l'idée, c'est de retarder le plus possible l'utilisation de pesticides en faisant confiance à la nature. Pour vous, qu'est-ce qui vous intrigue encore là, par rapport à cet insecte-là et comment le gérer? En fait, ce qui nous intrigue, c'est de savoir pourquoi certaines années, il va y avoir une explosion des populations et qu'on ne l'a pas l'année précédente. Est-ce que c'est lié aux conditions climatiques? Est-ce que c'est lié à l'enneigement? Est-ce que c'est lié au changement climatique? Donc, actuellement, on ne voit pas d'évolution majeure des populations. On n'a pas d'explosion annuelle, mais c'est sûr que c'est toutes des questions qui nous chicotent un peu. On va vouloir savoir dans le futur. C'est pour ça qu'on continue à faire de la surveillance, du dépistage, justement pour être sûr que ces populations d'insectes-là vont se maintenir basses. Parce que le fait aussi d'appliquer des pesticides, des choses comme ça peut avoir un impact sur les ennemis naturels. Et donc, ça peut aussi réduire le contrôle qui se fait déjà de façon naturelle dans les champs. Donc, c'est un petit peu l'objectif aussi de pouvoir suivre et de voir l'évolution de ces populations-là dans le temps. Donc, ça va être important de rapporter là, si on voit quelque chose. Oui, ça, c'est toujours important de rapporter, notamment pour soi, mais aussi pour les voisins qui nous entourent. Là, le producteur qui est affecté, si son champ est affecté, ça peut déborder sur le champ du producteur voisin. OK. Merci beaucoup, Julien Saguet, chercheur au Sérum. Merci beaucoup.